Au cours de ce semestre, vous avez découvert sur quels organes se bâtit la voix et surtout quels sont les ressorts physiologiques qui aboutissent à sa production. Vous savez que l'anatomie et la physiologie, si indispensables qu'elles soient à la compréhension de la production vocale, ne résument pas les éléments dont dépend la construction vocale. Aujourd'hui, je vous propose de développer quelques points de cette marguerite, à savoir les liens entre la voix et les émotions, la voix et la personnalité, la voix et la culture à laquelle on appartient, la voix et la place qu'on occupe dans la société. Nous allons commencer par nous intéresser comment la voix dit de nous la place qu'on occupe dans la société et comment, en modifiant plus ou moins consciemment notre voix, nous allons prendre notre place dans la société. La hauteur de la voix véhicule les caractéristiques de l'individu et ce, quelle que soit son espèce. C'est ce que l'on appelle le code biologique fréquentiel. Ainsi, plus la voix est grave, plus l'individu est volumineux. Plus la voix est aiguë, plus l'individu est petit. Ceci est particulièrement vrai dans les sociétés animales et notamment il est intéressant de voir comment la fréquence du brame du cerf va jouer un rôle dans le choix des partenaires. Le brame, à la saison des amours, a lieu la nuit et l'intérêt de la biche va se porter sur le mâle ayant la voix la plus grave et la plus forte. Pour la biche, en effet, la fréquence grave lui indique que le mâle est de grande taille, puissant, et que donc il représente à la fois un avantage reproductif certain et que d'autre part il sera capable de la protéger, elle et sa progéniture. Dans l'espèce humaine, nous retrouvons également ce code biologique fréquentiel et l'auditeur humain de tout genre et de toute culture associe lui aussi, plus ou moins consciemment, la fréquence de la voix d'un autre humain à des significations qui vont être primaires et secondaires. Par exemple, la fréquence fondamentale basse, c'est-à-dire une voix grave, communique l'idée d'un émetteur grand et dangereux. Ce sont des significations primaires. Mais il y a aussi d'autres significations qui sont liées au traitement de cette information par notre cerveau. Et une voix basse va également transmettre l'idée d'un individu dominant, sage et fiable. Et ce sont là les significations secondaires que nous faisons tous plus ou moins consciemment. Au contraire, une fréquence fondamentale haute, c'est-à-dire une voix aiguë, transmet l'idée d'un humain petit et non dangereux. Ce sont là des significations primaires que l'on colle à cette voix aiguë. Mais il existe, du fait de notre cerveau qui traite les informations de manière un peu plus complexe, d'autres significations que l'on dit secondaires, c'est-à-dire que cet individu à la voix aiguë eh bien, sera perçu comme un individu soumis, peu compétent et peu dangereux. Écoutez, moi je vois bien que certains veulent exploiter enfin, le fait qu'on n'a pas pris cet amendement pour créer des doutes. On dit deux fois la même chose. On dit le capital est intégralement détenu. Je voudrais qu'on m'explique comment on peut à la fois détenir intégralement le capital et ouvrir ce capital à d'autres. Ce plan, il a été travaillé avec les acteurs de terrain et les associations. Il se décline en 5 grandes mesures. 1. Une campagne de communication. Nous créons également... Oh, mais écoutez les réponses, c'est des sujets importants. Taisez-vous et écoutez pour une fois. Je réponds à ce que vous êtes en train de dire. L'exemple de ces voix de deux femmes ministres, très différentes sur le plan de la hauteur, nous dit beaucoup de choses en dehors même du contenu de ce que ces femmes émettent. En effet, Elisabeth Borne, avec sa voix grave, nous donne l'impression d'une ministre compétente, assurée, sûre d'elle. À l'inverse,
Marlène Schiappa, bien que probablement tout aussi compétente, avec une voix aiguë, semble beaucoup moins respectée par ses congénères et nous donne une impression d'être peu sûre d'elle et d'être peut-être moins fiable. Ainsi, en modifiant certains paramètres de notre voix, on peut modifier positivement et parfois aussi négativement notre image sociale. D'une manière générale, la baisse de la hauteur moyenne de la voix des femmes au cours des 50 dernières années en est un bon exemple. En effet, plus une femme s'élève sur le plan socio-professionnel et plus sa voix s'aggrave. Plus une femme a des responsabilités et plus elle va utiliser le grave de sa voix, inconsciemment ou sociétalement, pour prendre sa place dans un milieu qui, originellement, était plutôt occupé par des hommes. La voix grave, dans notre inconscient collectif occidental, est la voix de l'autorité, de la sagesse et du savoir. On va maintenant s'intéresser au rapport entre la voix et la culture à laquelle on appartient. Chaque individu doit s'adapter à l'environnement dans lequel il évolue. Chaque groupe d'individus développe une manière commune de s'adapter à cet environnement en fonction des lieux géographiques et de leurs contraintes, des besoins, de la taille de la communauté, des rites et des croyances. Cette manière dont chaque groupe s'adapte à cet environnement traduit la culture du groupe. Ainsi, la culture naît de l'adaptation des individus à leur environnement dans le but d'y survivre. Elle permet pour tous les membres du groupe le développement commun d'attitudes, de valeurs, de croyances et, pour ce qui nous intéresse, de modalités de communication. Partager des normes, des comportements, des croyances signifie appartenir à un groupe social. Faire partie du groupe social a pour conséquence de privilégier certaines modalités d'expression vocale et d'en interdire d'autres. Ainsi, apprécier l'esthétique d'une voix dépend grandement du milieu culturel. En fonction des valeurs véhiculées par toute ou partie d'une société à une période donnée, les individus construisent des représentations mentales à partir des caractéristiques des voix entendues. Par exemple, l'accent régional d'une personne peut modifier l'image sociale perçue au travers de ses caractéristiques vocales et par conséquent augmenter ou diminuer son attractivité ou sa crédibilité. On peut aller un peu plus loin à l'intérieur de cette culture et des habitudes vocales en étudiant ce que l'on appelle la voix du leader. Le leader, c'est celui qui va modifier sa production vocale dans un but de persuader son auditoire et il va ainsi adapter sa voix aux différents contextes de communication. Il peut, en utilisant des qualités différentes, véhiculer par sa voix une certaine identité sociale, une personnalité particulière, des émotions, et les modifier en fonction du contexte de communication. Si on prend l'exemple d'un personnage politique, par exemple, il va modeler sa voix de façon différente s'il est sur un marché, s'il est à la tribune lors d'un meeting, s'il est dans un studio de télévision ou auprès du groupe restreint de ses conseillers. En campagne électorale ou une fois élu, les caractéristiques de sa voix se mettront également au service de ses objectifs. Mais il faut savoir que ce comportement vocal du leader n'est valable que pour la société culturelle à laquelle il appartient. En effet, lorsqu'un auditeur d'un autre pays observe le comportement vocal du leader, certaines attitudes qui, dans le pays du leader, déclenchent l'ardeur des foules, vont apparaître pour cet auditeur étranger tout à fait ridicules. Les caractéristiques vocales et leur appréciation dépendent donc toujours de la culture dans laquelle on évolue. Nous allons maintenant nous intéresser au lien entre la voix et les émotions. C'est par la voix que les émotions s'expriment, plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement. La voix est le moyen privilégié d'expression des émotions, mais la voix est également une source d'émotions, à la fois pour celui qui écoute une voix que pour celui qui produit cette voix. Un psychologue américain nommé Paul Ekman, que vous connaissez peut-être de nom puisqu'il est consultant sur la série Lie to Me, a décrit 6 émotions principales avec leur traduction faciale: la joie, la colère, la peur, le dégoût, la surprise et la tristesse.
Paul Ekman pense que toutes les autres émotions sont une combinaison de ces 6 émotions de base. Sur le visage, on traduit donc ces différentes émotions, mais on les traduit également par notre voix. Par exemple, juste avec le son A, je peux traduire ces 6 émotions. Ah, c'est de la joie. Ah, de la colère. Ah, de la peur. Ah, du dégoût. Ah, la surprise. Ah, la tristesse. La voix est le canal privilégié pour l'expression des émotions. Ceci est lié au fait qu'il existe des liens très forts unissant l'appareil phonatoire avec le système limbique, ce qui permet de comprendre comment les états émotionnels vont moduler le fonctionnement, notamment musculaire, et ainsi la production vocale. Le fonctionnement des différents organes impliqués dans la production vocale est influencé par les différents états dans lesquels se trouve l'organisme. Un état d'alerte physiologique ou un état affectif particulier peuvent modifier le tonus musculaire et ainsi influencer le résultat acoustique vocal. Au niveau des cordes vocales, par exemple, une augmentation du tonus musculaire s'accompagne d'une élévation de la hauteur du fondamental, tandis qu'à l'inverse, le relâchement musculaire a pour effet d'aggraver la hauteur tonale. La voix va ainsi dévoiler l'individu en montrant au monde ce qu'il voudrait parfois garder pour lui. En modifiant les caractéristiques acoustiques de notre voix, les états émotionnels s'exposent involontairement à l'entourage. Travailler la voix permet dans une certaine mesure de ne pas forcément laisser transparaître ce que nous ressentons ou, au contraire, dans certaines situations, de faire passer par notre voix des messages sans implication émotionnelle réelle. Mais la voix nous trahit parfois aussi en laissant croire, de manière erronée, qu'un état émotionnel nous envahit alors que ce n'est pas le cas. Certaines pathologies, notamment neurologiques, s'accompagnent d'une instabilité vocale s'apparentant à un tremblement ou un chevrotement. Cette particularité acoustique donne une impression de tristesse à la voix et ainsi une image psychologiquement faussée. Ainsi, si je parle comme ça, j'ai en fait des spasmes musculaires au niveau de mes cordes vocales, ce qui traduit une impression de tristesse alors que je ne suis absolument pas triste. Ici encore, le travail vocal peut aider à contrôler la production vocale pour la rendre plus adaptée à ce que ressent réellement l'individu. Nous sommes ainsi tous capables de déceler dans la voix l'état émotionnel d'une personne, et ce dès les premiers mois de notre vie. Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur l'évolution de la voix, c'est en effet très tôt que le nourrisson mémorise les liens entre les caractéristiques vocales et les émotions. Moyen d'expression privilégié des émotions, la voix est également à l'origine du déclenchement d'émotions chez l'auditeur et chez le locuteur lui-même. L'écoute de certaines voix, notamment dans le chant, déclenche parfois une vague d'émotions de manière surprenante. Une des hypothèses est que l'écoute de certaines voix nous ramène inconsciemment très en arrière, à l'époque où, nourrissons, nous avions une appétence orale exacerbée pour une forme particulière de parole maternelle appelée motherese, mamanet ou baby talk. Le nourrisson, en entendant sa mère s'adresser à lui avec cette forme prosodique particulière de sa voix, devient très attentif et se met à sucer intensément une tétine non nutritive. Les éléments du baby talk sont très proches dans la caractéristique acoustique des éléments musicaux. Certaines voix, dans le chant surtout, ont probablement le pouvoir de nous faire revivre ces moments intenses d'échanges précoces où les sentiments étaient communiqués par la vocalité. Parallèlement, les premières émissions vocales sont pour le bébé une occasion de se donner des sensations agréables au niveau des muscles de l'abdomen, du thorax, de la gorge, du palais, de la langue, des dents, des lèvres. Elles constituent pour lui la possibilité d'exercer ses perceptions auditives et de développer cette synergie fine entre les mouvements phonatoires et leur image sonore. Ces plaisirs sont aussi ceux du chanteur. L'exploration de la voix chantée est également une forme de retour en arrière, vers une époque où l'enfant jouait avec sa voix en la découvrant. Un individu qui chante joue avec les vocalisations, les maîtrise, les affine et les colore de toute la palette des émotions humaines. Nous allons maintenant aborder
un chapitre où nous allons explorer les liens entre la voix et la personnalité. La construction de la personnalité se fait progressivement au cours du temps et les modalités d'utilisation vocale dépendent de cette évolution psychique. Selon le caractère inhibé ou au contraire expansif de la personnalité, la voix suit le comportement global de l'individu dans ses retenues et ses excès. Le rôle de la personnalité est important dans les gestions des perceptions liées à la production vocale, en particulier dans le contexte du forçage vocal. Vous aurez, en troisième année, plusieurs cours dédiés à ce lien entre voix et personnalité. Nous n'évoquerons ici que certains aspects de cette relation particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents modèles pour classer les personnalités. Le modèle de Roy et Bless est probablement le modèle de description des personnalités le plus connu. Il s'appuie sur un fonctionnement de la personnalité qui est agencé selon des niveaux hiérarchiques sous forme de couples antagonistes, introversion versus extraversion, calme versus tension, inhibition versus désinhibition. Dans ce modèle serait en œuvre un système activateur, qu'on appelle hyperfonctionnel, et un système inhibiteur, qu'on appelle hypofonctionnel. Ces deux systèmes dépendent de zones cérébrales particulières, probablement le cortex limbique et la substance réticulée. Ces deux systèmes s'autorégulent. L'activation de l'un diminue l'activation de l'autre. Le système hyperfonctionnel résulte d'un conditionnement par la récompense et aboutit à l'extraversion. Le système hypofonctionnel résulte d'un conditionnement par la frustration et aboutit à l'introversion. Un autre modèle assez célèbre est le modèle Océan, qui va décrire la personnalité sous la forme de 5 éléments. Donc O pour ouverture, C pour conscience, E pour extraversion, A pour agréabilité et N pour neuroticisme. Le neuroticisme étant la tendance à éprouver de manière durable des états émotionnels négatifs tels que la peur, la tristesse, la colère. Quel que soit le modèle utilisé pour décrire la personnalité, il y a toujours deux éléments qui reviennent, c'est le côté de l'extraversion ou au contraire de l'inhibition ou de l'intraversion. Et je vous propose d'écouter maintenant deux exemples, l'un d'introversion et l'autre d'extraversion. Quand le niveau d'extraversion est élevé et associé à des tensions psychiques, l'individu ne tient pas compte des signaux d'alerte ou de fatigue, notamment sur le plan vocal, et ne prend pas de repos réparateur nécessaire à sa santé vocale. A l'inverse, quand le niveau d'introversion est élevé et qu'il s'associe à des tensions psychiques, l'individu ressent une détresse anxieuse et met en place un comportement d'évitement qui peut conduire à une aphonie psychogène. Nous voyons donc que parce que la voix est située au carrefour du corps et de l'esprit, elle participe à la construction physique et psychique d'un individu et sur elle repose sa relation au monde. Tout comme l'apparence physique, la voix participe à révéler notre personnalité et elle informe sur la relation à soi. La relation à soi, au travers de la voix, va pouvoir nous faire dire d'un individu quelle est l'estime qu'il a de lui-même, sa confiance en lui, l'affirmation de lui-même, sa connaissance de lui-même et la représentation qu'il se fait de lui-même. La voix informe également sur la recherche d'une certaine forme de pouvoir, celui d'être soi, sans peur d'être jugé, sans peur du conflit, sans peur du regard et de l'écoute de l'autre. La peur et le pouvoir de dire, d'oser se dire, de s'affirmer, le pouvoir d'oser être entendu, le pouvoir de séduire, le pouvoir de convaincre. Ainsi, une image positive de soi entraîne une posture adaptée à la projection vocale, une ventilation souple et adaptable, une détente et une tonicité modulable du larynx, une articulation claire et précise. Ces facteurs permettent l'affirmation de soi par rapport à l'autre, alors qu'une image négative de soi entraîne des effets inverses qui sont perçus dans la voix. Une difficulté vocale peut être en lien avec une maladie psychiatrique, comme les névroses, les psychoses, les perversions, les dépressions, la maladie maniaco-dépressive, les addictions, ou un trouble de la personnalité,
qui va être caractérisé par des modalités particulières de défense, de relation, de fonctionnement. Une demande de soins concernant la voix doit toujours être analysée au travers du fonctionnement psychique. Il faut évaluer si la demande se situe uniquement dans le champ de compétences du professionnel sollicité, que ce soit une orthophoniste, un phoniatre, un professeur de chant, un coach vocal, ou bien si le travail sur la voix doit s'envisager de manière complémentaire à une prise en charge psychothérapique. En effet, un problème de voix VOIX peut parfois être la voix VOIE choisie pour exprimer une demande située à un autre niveau. Il convient que le professionnel sollicité puisse bien entendre la véritable demande. Il convient aussi de savoir rester à sa place. Nous sommes sollicités pour accompagner une personne ayant des difficultés vocales, pas pour conduire une psychothérapie. Nous sommes le capitaine du bateau sur lequel a pris place notre patient. Même s'il nous pousse inconsciemment à lui donner des réponses d'ordre psychothérapique, même si, de par notre formation, nous avons des connaissances dans ce domaine, nous devons garder le cap. Nous avons été sollicités pour la prise en charge d'une difficulté vocale et nous allons accompagner ce patient sur cette voie, VOIE et VOIX. Si nous pensons que le chemin pour aider le patient à avancer est du domaine de la psychologie ou de la psychiatrie, alors il faut lui dire que c'est un autre professionnel qui pourra l'aider. Rien n'empêche d'ailleurs que l'accompagnement vocal se poursuive pendant cette prise en charge parallèle. Nous allons maintenant nous intéresser au développement de la voix et à ses modèles. Comme pour le reste de son développement, le mimétisme vocal est fondamental chez l'enfant. Nous verrons cependant qu'à l'âge adulte, ce mimétisme reste présent dans les interactions. Dès les premiers mois de vie, le nourrisson se développe par imitation. En ce qui concerne sa voix, l'utilisation se fait en interaction avec imitation de l'autre, mais également et de manière plus précoce dans un jeu solitaire. L'enfant joue avec sa voix en produisant des sons qu'il mémorise et qu'il essaie, par tâtonnements successifs, de reproduire. Progressivement, l'enfant se stimule par les sons qu'il produit et il prend du plaisir à les répéter. Ces exercices contribuent à établir une boucle audiophonatoire de plus en plus précise. Par sa voix et ses intonations, la mère communique à son enfant dès sa naissance ses sentiments, ses émotions, ses affects. En retour, le bébé lui communique par son gazouillis, ses vocalises, ses pleurs, ses cris. Et dans ce dialogue vocal, le nourrisson s'approprie les traits acoustiques de la langue de sa mère grâce à des compétences présentes dès la naissance. En réponse, sa mère imite avec une grande application les productions sonores de son enfant, adaptant à la fois la hauteur de sa voix, sa prosodie et la durée syllabique pour s'accorder avec lui. La voix de l'enfant se construit donc par l'écoute et l'imitation de la voix des autres. L'enfant puise dans la voix de ceux qui l'entourent ses modèles vocaux, dans un cercle qui s'étend progressivement. Sa mère d'abord, puis son père et sa fratrie, ses camarades de classe et ses enseignants. L'enfant construit sa propre voix par imitation de la voix de ceux qu'il investit affectivement, y compris quand leur voix est particulière ou altérée. Cet accordage ou convergence vocale, indispensable à l'accompagnement vers le langage du nourrisson, se retrouve également chez les adultes. Dans les interactions, un phénomène d'accommodation émerge rapidement entre les individus. En fonction du rôle de chacun, dominance sociale, statut, genre, la voix du locuteur, entre guillemets socialement inférieur, converge dans ses caractéristiques vers celle du locuteur, entre guillemets socialement supérieur. Dans la relation de soins, l'orthophoniste est l'élément dominant du couple soignant-soigné. Cette acceptation de la position basse par le patient est nécessaire pour qu'en tant qu'adulte, il laisse à l'autre le pouvoir d'agir sur son corps. Il en est de même dans la relation médecin-malade. Ainsi, la voix de l'orthophoniste est un modèle pour son patient. Son geste vocal également. L'orthophoniste doit être conscient de ce rôle qu'il ou elle occupe dans la relation, afin d'initier la convergence, l'imitation, en particulier au début de la prise en charge. Par la suite, l'objectif est de transmettre des outils pour que le patient s'autonomise. Il va développer sa capacité à être attentif à ses perceptions corporelles, ses tensions musculaires, l'irritation, les vibrations, qui vont avoir lieu pendant la production vocale. Il va développer la perception des attitudes et des mouvements de son corps en entier pendant l'acte vocal.
Et il va apprendre à modifier certains mouvements, certaines forces musculaires, il va apprendre à profiter des forces élastiques et il va progressivement construire son propre schéma corporel vocal. Cette convergence vocale qui persiste à l'âge adulte se retrouve également dans le phénomène d'intégration sociale. De manière plus ou moins consciente, les individus vont modifier leur voix en y ajoutant les caractéristiques saillantes du groupe dominant pour s'y intégrer. J'espère avoir pu vous montrer au cours de ce diaporama que la construction de la voix est un phénomène complexe qui s'appuie bien entendu sur l'anatomie et la physiologie, sur l'audition, le système nerveux, le langage, mais aussi sur un ensemble d'autres phénomènes peut-être beaucoup plus difficiles à appréhender. Je vais maintenant vous proposer un petit pot pourri de voix et comme exercice, peut-être essayer de comprendre au travers de ces voix l'intentionnalité des locuteurs. À bientôt.